Il y a un ouragan ici et nous fonçons droit dedans. Ceci est le dernier message envoyé à sa famille par le second officier de l'El Faro, un cargo de 40 ans dont la carrière s'est achevée en catastrophe. Selon les derniers bulletins météo, le navire fonce droit sur un ouragan majeur. Le capitaine, cependant, refuse d'écouter les avertissements de ses officiers de pont. 33 vies sont en jeu. L'équipage doit-il s'opposer à lui pour le faire changer d'avis, ou bien prend-il une bonne décision grâce à son expérience ? Les météorologues ont remarqué une dépression de surface bien définie qui se renforce dans l'Atlantique Ouest. Ce sont des phénomènes météorologiques importants auxquels les prévisionnistes prêtent une grande attention, car ils peuvent indiquer qu'une tempête majeure est en train de se former. La route maritime habituelle de l'El Faro relie la côte est des États-Unis à Porto Rico, où une dépression de surface se forme à proximité. L'El Faro a parcouru cette route sans problème pendant la majeure partie de sa carrière, et l'équipage du navire devrait être capable de faire face à une tempête. Qui aurait pu deviner que ce voyage serait son dernier ? L'El Faro a été construit en 1975 par la Sun Shipbuilding and Dry Dock Corporation à Chester, Pennsylvania. À sa mise en service, le navire a été nommé Puerto Rico. C'était un navire roulier d'une longueur de 241 mètres, d'une largeur de 28,6 mètres et d'un tirant d'eau de 12,8 mètres. Il avait une jauge brute de 30 et 1515 tonnes, une vitesse maximale de 22 nœuds et était propulsé par une turbine à vapeur. Durant ces 15 premières années, l'El Faro servait à transporter du fret entre la côte est des États-Unis et Porto Rico pour une société portoricaine. De 1991 à 2003, le navire reliait Anchorage, Alaska à Tacoma, Washington, sous le nom Northern Lights. Il a ensuite été affrété par l'armée américaine pour la guerre en Irak en 2003, servant sous ce contrat jusqu'en 2006. Après la guerre en Irak, le navire a repris sa liaison entre les États-Unis et Porto Rico et a été renommé El Faro. C'est de retour sur cette route, la route d'origine du navire, que nous retrouvons l'El Faro pour son dernier voyage. La dépression de surface qui s'est développée dans l'Atlantique Ouest a généré des conditions de plus en plus mauvaises en mer. Des orages et des averses convectives se développent dans sa zone. Au fil de la journée, les orages et averses vont aussi devenir plus nombreux et intenses. À mesure que la dépression se forme, les chances qu'elle devienne un ouragan augmentent. Les présentateurs météo surveillent la situation de près. Bien que ces rapports soient essentiels pour beaucoup de gens, ils sont particulièrement importants pour les équipages de son navire. Les signaux d'alerte de tempête sont pris très au sérieux. L'équipage de l'El Faro et la compagnie propriétaire doivent surveiller attentivement les systèmes météorologiques en mer. Sinon, ils risquent de diriger l'El Faro droit dans une tempête très dangereuse. Le lendemain, le 28 septembre, l'El Faro se trouve au port de Jacksonville, en Floride. Le navire est exploité par Todd Services Incorporated. Todd Services Incorporated est une filiale de Solchuk, grande entreprise familiale de distribution et transport basée à Seattle, État de Washington. Déjà déchargé après son arrivée de San Juan, Porto Rico. Maintenant, il est en train d'être rechargé avec du fret pour le voyage de retour. Les conteneurs sont chargés sur le pont supérieur. La cargaison roulante est conduite dans les cales sous le pont par des rampes de chargement. Après le stockage, des équipes sécurisent la cargaison roulante avec des chaînes et autres équipements d'arrimage. L'équipage de l'El Faro laisse les débardeurs et dockers travailler seuls. Ce que l'équipage devrait faire, c'est prêter attention et s'assurer que la cargaison est bien sécurisée conformément au manuel d'arrimage des cargaisons. Dans la cale 3, les débardeurs et les dockers sécurisent les voitures avec des chaînes qui traversent la largeur du navire. Ici, une seule chaîne sécurise toute une rangée de voitures. Chaque voiture est ensuite attachée à la chaîne. Ce système à chaîne unique est potentiellement vulnérable dans des conditions difficiles. Pendant que le navire était au port pendant la nuit, la dépression de surface dans l'Atlantique s'est intensifiée. À 03h00, le Centre national des ouragans, ou Centre national des ouragans, revoit son statut à la hausse et le déclare dépression tropicale, à une étape d'être une tempête majeure. C'est la 11e dépression tropicale de la saison, nommée officiellement dépression tropicale 11. Le Centre national des ouragans annonce que la dépression tropicale 11 est devenue une tempête tropicale.
Conformément à la tradition, elle reçoit un nom et devient la tempête tropicale Joaquin. Actuellement, la tempête tropicale Joaquin se trouve à 295 milles nautiques au nord-est de San Salvador et se dirige vers le sud-ouest à une vitesse d'environ 4 nœuds. C'est exactement dans la direction de la route habituelle de l'El Faro vers San Juan. La communauté maritime est pleinement consciente du danger de la tempête et tout le monde y pense. Le voyage de l'El Faro ne sera cependant pas annulé. Des navires comme l'El Faro peuvent naviguer dans des conditions de tempête. Les grands navires marchands peuvent affronter une mer très agitée. Ils peuvent aussi anticiper et éviter les tempêtes assez puissantes pour les couler. Le capitaine Michael Davidson, 53 ans vétéran de la marine marchande, dirige l'El Faro et est reconnu pour sa priorité à la sécurité. Davidson travaille en mer depuis l'âge de 16 ans. Il est diplômé de l'Académie maritime et a gravi les échelons pour devenir capitaine. Davidson a une grande expérience de navigation dans le golfe d'Alaska, connu pour sa mer agitée. Il est connu pour être méticuleux et soucieux de la sécurité. C'est un capitaine de navire apprécié et respecté. Aujourd'hui, sa tâche la plus importante est de tracer la route de l'El Faro pour son voyage vers San Juan. Davidson doit s'assurer de bien évaluer la tempête tropicale Joaquin. Il doit examiner toutes les façons possibles dont la tempête pourrait évoluer et choisir une route qui garantira la sécurité du navire et de son équipage. Le sujet de la tempête est abordé avec Davidson à plusieurs reprises. La première discussion a lieu à 10h03 lorsqu'il reçoit un message d'un second officier de l'El Faro, actuellement hors service. Le message l'informe simplement de la présence de la tempête. Davidson répond en confirmant qu'il en est conscient. À ce stade, plusieurs scénarios sont possibles concernant la tempête tropicale Joaquin. Les informations météorologiques qui proviennent de diverses sources. Les prévisions peuvent être contradictoires et les prévisions pour Joaquin varient selon les services météorologiques. Pour le moment, les prévisionnistes ne savent pas encore quelle direction il prendra. Auparavant, les bulletins du Centre national des ouragans prévoyaient que Joaquin prendrait toute une trajectoire vers le nord et n'impacterait pas les Bahamas. Cependant, à 16h51, les avis publiés par le Centre national des ouragans indiquent que la tempête pourrait en fait frapper les Bahamas. Ils prévoient également qu'elle pourrait se renforcer et frapper les Bahamas en tant qu'ouragan. Les marins doivent étudier toutes les options et juger avec assurance. À 18h31, le second officier hors service envoie un message à Davidson pour lui demander l'itinéraire prévu afin d'éviter la tempête tropicale Joaquin. Davidson répond qu'il a l'intention de prendre l'itinéraire direct habituel vers San Juan. Il semble estimer qu'il est peu probable que la tempête représente une menace sérieuse pour le navire. Le second envoie un dernier message à Davidson pour lui rappeler qu'il existe des itinéraires alternatifs offrant une protection contre la tempête. À 18h37, Davidson télécharge un paquet météo du système Bon Voyage. Il s'agit d'un produit de navigation des technologies météorologiques Il utilise des données du Centre national des ouragans et d'autres sources pour afficher graphiquement les conditions météorologiques prévues le long de la route du navire. Des paquets météo, bulletins de vent et de situation sont préparés plusieurs fois par jour et l'équipage du navire peut les télécharger dès leur disponibilité. Sans que Davidson le sache, le paquet téléchargé subit un décalage dans la transmission des données météo. Les paquets météo, bulletins de vent et de situation reposent généralement sur des prévisions datant de 5 à 6 heures. Les prévisions d'ouragan peuvent évoluer rapidement et les prévisions peuvent changer radicalement en seulement quelques heures. AWT propose un service de routage par abonnement plus avancé, qui pourrait fournir des informations plus récentes. La société mère de l'El Faro, TOTE, n'a pas souscrit à ce service. Bulletin de vent et de situation dispose également d'une fonction de mise à jour tropicale qui envoie immédiatement par email les mises à jour tropicales à un navire dès leur réception. L'El Faro n'a pas activé cette fonction pour ce voyage. L'autre équipement majeur de rapport météorologique sur lequel l'équipage compte est son terminal SATSI du Service météorologique national. Celui-ci n'affiche pas les informations avec les mêmes graphiques que les logiciels bulletins de vent et de situation, mais il fournit des informations à jour. Quand le National Weather Service et d'autres organismes comme le Centre national des ouragans diffusent des infos sur les cyclones tropicaux, elles arrivent aussitôt au terminal SATSI. Tout au long du voyage, il règne une certaine confusion quant à l'état de l'ouragan.
L'équipage a tendance à se fier davantage aux prévisions météorologiques, bulletins de vent et de situation, qu'au terminal SATSI. Il semble que Davidson et ses officiers de pont ne soient pas conscients de la latence inhérente aux données bulletins de vent et de situation. Ils ne semblent pas savoir qu'ils seraient en bien mieux lotis en utilisant plutôt le terminal SATSI. Avant que le navire ne quitte le port, Davidson dîne avec un ingénieur du port à bord de l'El Faro. Lui et Davidson discutant de la tempête tropicale en formation, mais Davidson n'a pas d'inquiétude particulière concernant la météo. À 20h10, l'El Faro quitte Jacksonville, Floride pour San Juan, Porto Rico, avec 391 conteneurs, 294 remorques et voitures et 33 membres d'équipage. 28 membres de l'équipage sont américains et 5 sont de nationalité polonaise. 27 des Américains à bord sont des membres d'équipage réguliers. Les 5 Polonais et un Américain sont là pour effectuer des travaux de conversion sur le navire en vue de son retour sur son ancien itinéraire en Alaska. Le capitaine Davidson compte suivre l'itinéraire direct habituel de l'El Faro vers San Juan. Fin août 2015, lors de la présence des systèmes tropicaux Erika et Dani près de la route directe, Davidson avait choisi un itinéraire alternatif avec l'El Faro. C'était l'itinéraire de l'ancien canal des Bahamas. L'ancien canal des Bahamas ajoute 160 milles nautiques au voyage, mais il offre une protection contre la puissance de l'océan Atlantique ouvert. Davidson pense pouvoir encore emprunter la route normale et passer assez au sud de la tempête pour rester en sécurité. Mais les prévisions commencent à se détériorer. Les météorologues Nunsolurang du Centre national des ouragans commencent également à dire que la tempête tropicale pourrait devenir un ouragan dans les 36 prochaines heures. Il prévoit aussi qu'elle se dirigera au sud-ouest vers les Bahamas. Ceci est directement sur la trajectoire prévue de l'El Faro. À 2h du matin, le 30 septembre, le Centre national des ouragans requalifie à nouveau la tempête tropicale Joaquin. C'est maintenant un ouragan de catégorie 1 et il est devenu l'ouragan Joaquin. Dès lors, l'histoire de l'El Faro est retracée par l'enregistreur de données du navire. C'est un enregistreur qui stocke l'audio des communications du navire ainsi que sa position, vitesse et cap. L'enregistrement audio couvre toutes les conversations sur la passerelle du navire. À 06h08, Davidson télécharge le dernier paquet météo, bulletin de vent et de situation. Davidson et le chef officier Stephen Schultz examinent les informations qu'il contient. Au cours de leur conversation, à un moment donné en parlant de la tempête, Schultz demande « Est-ce que je devrais avoir peur ?» Davidson adopte une attitude détendue face aux événements, mais peu après la question de Schultz, il regarde l'horizon et remarque « Ah, regarde ce ciel rouge là-bas !» Rouge le matin, les marins prennent garde. Ils décident d'agir en fonction des informations du bulletin météo qu'ils consultent. D'après ce qu'ils voient, ils s'attendent à ce qu'en suivant leur itinéraire habituel, ils se retrouvent au sud-ouest de l'ouragan le lendemain. Ils examinent leurs options et décident de programmer une légère modification de cap pour emmener le navire un peu plus au sud. Cela ne change guère l'itinéraire, mais selon leurs informations, cela rend la situation un peu plus sûre. D'après leurs informations, ce changement de cap augmentera légèrement la distance entre le navire et la position prévue de l'ouragan. À 10h17, Davidson reçoit un message électronique par satellite du capitaine de l'El Faro, qui se dirige vers le nord en route vers Jacksonville depuis San Juan. Il demande à Davidson quels sont ses plans et ses intentions face à la tempête. Davidson dit surveiller la tempête et avoir légèrement dévié sa route au sud. À 11h24, Davidson télécharge un nouveau paquet météo bulletin de vent et de situation et l'examine. Il ne réalise toujours pas qu'il lit des infos obsolètes. Vers l'heure du déjeuner, Davidson envoie un courriel détaillé au personnel de gestion du TOT, indiquant qu'il surveille la tempête. Il dit qu'il a modifié la route et qu'il a l'intention de passer au sud de la tempête à une distance d'environ 65 milles nautiques. Il prévoit d'être à l'arrière de la tempête vers 8h le lendemain matin. À 14h14, Davidson et la seconde officier du El Faro, Daniel Randolph, sont sur la passerelle. Ils entendent une annonce de sécurité Very High Frequency d'un avion de la garde côtière. Ils relaient un avertissement d'ouragan du Centre national des ouragans pour les Bahamas et demandent aux marins de faire preuve d'une extrême prudence. On peut entendre à la fois Randolph et le capitaine dire « Wow ». Malgré ce que Davidson a entendu, il ne reconsidère pas sa trajectoire ni ses informations météorologiques.
À 16h54, l'avis numéro 12 du Centre national des ouragans est reçu via le terminal SATC. Il contient une prévision actualisée de la trajectoire de la tempête et prévoit des vents soutenus de 75 nœuds avec des rafales allant jusqu'à 90. Les discussions sur la passerelle ignorent cette information. À 17h47, Davidson télécharge plutôt le prochain paquet météo, bulletin de vente et de situation par email satellite. Il transmet ce paquet météo à l'ordinateur de la passerelle à 18h51. Il se rend ensuite à la passerelle pour discuter à nouveau de la tempête et du plan de voyage avec le premier officier Schultz, qui est de quart. Il décide de définir une nouvelle modification de cap pour le navire. Cela fera passer le navire plus au sud à nouveau, alors qu'il navigue entre les îles de San Salvador et Rum Cay. Schultz suggère d'étendre la modification de cap pour naviguer au sud de Samana Cay, mais Davidson décide que ce n'est pas nécessaire. À 19h43, le troisième officier Jeremy Reham arrive sur la passerelle pour remplacer Schultz. Il parle à Davidson de l'ouragan et dit « J'espère que ce n'est pas pire que ce que dit le bulletin de vent et de situation, parce qu'ils annoncent plutôt du 85, pas du 50 en vent. » Il continue. Ils disent que c'est bien plus puissant que ce qui est indiqué ici en ce moment, en montrant les informations du bulletin de vent et de situation. Il demande à Davidson s'il pense que la tempête va s'intensifier. Davidson semble ignorer ce qu'il dit. Il détaille simplement l'itinéraire choisi avec Schultz sans répondre. Il explique l'itinéraire « Nous passerons loin derrière la tempête. Continuez d'avancer, notre vitesse est énorme. Plus nous allons vite, mieux c'est. » À 200, Joaquin est un ouragan de catégorie 3 avec des vents estimés à 100 nœuds. Davidson quitte la passerelle, laissant Reham de garde. À 23h05, Reham appelle Davidson sur le téléphone interne après avoir consulté le rapport météo SATSE reçu à 22h53. Il informe Davidson que les vents maximum de l'ouragan atteignent 100 miles par heure et que la tempête se dirige vers leur trajectoire. À 2 reprises, il recommande à Davidson de venir sur la passerelle pour consulter le rapport météo, mais Davidson ne vient pas. Reham informe Davidson qu'il cherchera plus d'informations et le recontactera. À 23h13, après avoir revu les prévisions, Reham et l'autre personne rediscutent en haut de la route du navire. Reham informe de nouveau Davidson des mauvaises prévisions météo. Il informe le capitaine que, selon le bulletin météo SATSE, l'Alfaro ne sera qu'à 22 000 du centre de l'ouragan à 4h00 le lendemain matin. Il précise aussi que les vents soufflent à 100 avec des rafales jusqu'à 120 et se renforcent. Reham propose de prendre une route plus sûre, en déviant plus au sud dès 2h00. Davidson pense toujours que le navire passera au sud de la tempête en gardant sa trajectoire. Il ne vient pas à la passerelle et aucun changement de cap n'est effectué. Entre 23h45 et peu après minuit, Reham est remplacé à la veille par le second officier Randolph. À 00h26, Randolph reçoit une mise à jour météo de SATSE et prend note de la menace posée par la tempête. Il prévoit un itinéraire alternatif vers le sud pour éviter la tempête. Son plan, comme celui de Reham, inclut également un changement de cap qui commencera à 02h00. Elle appelle Davidson plus tard pour parler du plan. Peu de temps après, Randolph entend également à la radio satellite commerciale que Joaquin a été reclassé en ouragan de catégorie 3. À 01h18, l'Alfaro sort de l'abri de l'île San Salvador, ce qui signifie qu'ils n'ont plus la protection de l'île contre la force du vent. Lorsque cela se produit, les membres d'équipage sur la passerelle prêtent attention au roulis que l'Alfaro a commencé à développer. Le matelot qualifié sur la passerelle commente un roulis en particulier en disant que c'est le plus gros depuis qu'il est ici. Randolph estime que le navire sera protégé tant qu'il restera entre l'île San Salvador et Rum Cay. Elle se demande si le navire doit rouler et dit « Nous sommes entre les îles, alors pourquoi roulons-nous » Le matelot qualifié dit « Ça va devenir intéressant ». À 01h20, Randolph appelle Davidson et l'informe que Joaquin s'est passé en ouragan de catégorie 3. Elle évoque son itinéraire alternatif. Davidson répond et lui dit de ne pas modifier la route prévue et de la suivre. Alors que le navire passe entre San Salvador et Rum Cay, Randolph demande au matelot sur le pont de débuter le changement de cap, prévu par Davidson, de 155 à 116 degrés. À ce moment-là, le navire gîte durablement sur tribord à cause du changement de direction. La gîte due au vent fait pencher le navire à droite sous l'effet du vent.
Le matelot qualifié le remarque et en fait la remarque à Randolph. Le matelot qualifié informe Randolph d'un bruit sourd entendu dans le navire. Il constate que des objets peuvent se détacher dans la superstructure de l'aile pharo. Il n'enquête pas. À l'intérieur de la cale 3, un véhicule s'est détaché de la chaîne qui maintenait une rangée de véhicules. Environ 1 heure plus tard, Schultz vient sur la passerelle pour relever Randolph. Il fait remarquer au matelot qualifié qu'il est difficile de dire dans quelle direction souffle le vent, Randolph quitte la passerelle à 03h48. Juste après son quart, Randolph envoie 3 courts emails à ses proches pour parler de l'ouragan. Dans l'un d'eux, elle dit « Il y a un ouragan ici et nous allons droit dedans. » À 04h09, Davidson arrive sur la passerelle avec une attitude décontractée face à l'ouragan. Évoquant l'inclinaison due au vent, il constate que la traversée ne présentait aucun problème et ajoute qu'il dormait comme un bébé. Davidson et Schultz sont en conversation. Schultz semble se détendre et ils conviennent que les conditions sont similaires à celles de tous les jours en Alaska. Davidson remarque également que le navire ne roule pas, ne tangue pas et ne tape pas. Le navire continue pourtant de gîter sous le vent et de se frayer un chemin parmi les énormes vagues. À 04h40, le chef mécanicien du navire, Richard Pusseter, appelle Schultz à la passerelle pour signaler un problème de moteur lié à la gîte et au niveau de huile. Schultz appelle Davidson dans la cuisine, puis revient à la passerelle. Davidson parle à Pusseter et rapporte à Schultz qu'il veut corriger la gîte. Le capitaine dit que ce n'est que la gîte. Les puisards posent problème et il semble considérer que c'est normal. Davidson et Schultz effectuent une série de réglages de cap pour orienter la proue de l'aile pharo presque directement face au vent. L'objectif est de réduire les effets de la gîte due au vent sur le navire afin que les ingénieurs puissent résoudre le problème que la gîte sur tribord cause dans le système d'huile du moteur. Le moteur de l'aile pharo est sensible aux problèmes d'alimentation en huile par mauvais temps. Le mauvais temps fait bouger l'huile à l'intérieur du carter d'huile du moteur. La soupape d'aspiration du carter n'est pas centrée dans le carter, elle est décalée vers tribord. Donc si le navire gîte à bâbord, l'huile s'éloigne de la soupape et va de l'autre côté du carter. La soupape n'arrive alors plus à aspirer l'huile dans le moteur, ce qui peut arrêter le fonctionnement du moteur. Le mouvement de roulis que subit actuellement le navire fait que l'huile éclabousse de façon irrégulière dans le carter. Parfois, la soupape n'aspire pas l'huile. Actuellement, le moteur a des soucis intermittents dus au mouvement irrégulier de l'huile. Le moteur du navire a du mal, mais en réalité, cela pourrait être bien pire. Si le navire venait à rester bloqué avec une forte gîte sur bâbord, cela pourrait signifier que la vanne d'aspiration du puisard ne pourrait plus aspirer d'huile du tout. Si cela se produit, le moteur pourrait s'arrêter complètement. Aucun des problèmes moteurs n'est facilité par le fait que l'aile pharo soit partie avec un niveau de puisard d'huile principale de 24,6 pouces, soit 2,4 pouces sous le niveau recommandé de 27 pouces. Des niveaux d'huile plus profonds pourraient signifier que le moteur est capable d'aspirer de l'huile et de fonctionner même avec une gîte sur bâbord. À 04h45, Davidson télécharge le paquet météo bulletin de vent et de situation de 23h00 la veille. Les informations du paquet météo sont à jour uniquement jusqu'au dernier bulletin du Centre national des ouragans. 12 qui a été reçu sur le terminal SAFSE à 16h54 la veille. Les données du paquet météo bulletin de vent et de situation ont près de 12 heures. À peu près au même moment, l'aile pharo reçoit une autre mise à jour météo SAFSI avec le bulletin numéro 14 du Centre national des ouragans. Dans ce bulletin, l'œil de l'ouragan Joaquin est signalé à 11 000 nautiques au sud-est de l'aile pharo avec des vents soutenus de 105 nœuds et des rafales atteignant 130 nœuds. À 05h00, Davidson est sur la passerelle. Il affirme avoir envoyé le paquet météo BBS. Signe de la confusion à bord, il mentionne également qu'il y a des rapports contradictoires concernant la localisation du centre de la tempête. À 05h43, Davidson reçoit un appel signalant une inondation possible dans la cale 3. Il envoie Schultz pour enquêter. Avant de quitter la passerelle, Schultz répond à un appel interne sur la source et l'ampleur de l'inondation. Il évoque aussi l'utilisation des pompes de cale. Davidson prend le téléphone et reçoit le rapport indiquant que la pompe de cale fonctionne mais que le niveau d'eau continue de monter. Il reconnaît également que des voitures se sont détachées de leur chaîne.
Le système à chaîne unique, utilisé pour maintenir plusieurs voitures, a échoué et les voitures se déplacent librement à l'intérieur de la cale. À 05h52, Davidson reçoit un autre appel et on l'informe que la source de l'inondation est un panneau d'écoutille ouvert sur le pont 2, Sonos-Soleitmango. Il s'agit d'un hublot ouvrant et fermant entre le pont 2 et la cale à marchandises en dessous. Tous les panneaux d'écoutille devraient être fermés et verrouillés par temps de tempête. Sur l'aile Faro, il est facile de ne pas remarquer un panneau ouvert qui a été refermé mais pas verrouillé. Le pont 2 est exposé aux éléments et, comme les vagues ont déferlé sur le pont, l'eau s'est accumulée à la surface. Comme l'écoutille se trouve à tribord et que le navire gîte sur tribord, l'eau s'est accumulée dessus puis s'est écoulée dans la cale en dessous. En ce moment, l'écoutille est sous l'eau, l'équipage ne peut pas y accéder. Après avoir trouvé la source de l'inondation, l'équipage n'inspecte plus la cale numéro 3. Entrer dans la cale est dangereux si les véhicules ne sont plus attachés. L'un de ces véhicules a percuté et endommagé une conduite principale d'incendie. L'équipage ignore que le navire se remplit d'eau sous la ligne de flottaison. Davidson tourne le navire à bâbord pour mettre le vent sur le côté tribord. L'idée est de donner une gîte à bâbord au navire pour que l'eau passe d'un côté du pont à l'autre. Cela permettra à l'équipage d'accéder au panneau d'évacuation pour le sécuriser. Simultanément, il ordonne à Puce se taire de transférer le ballast du réservoir de la rampe tribord vers bâbord. Ceci est également destiné à donner une gîte sur bâbord au navire. Cependant, ce transfert supplémentaire de ballast entraîne une gîte sur bâbord, plus prononcée que la précédente gîte sur tribord. Les ponts sont maintenant plus proches de l'eau. L'équipage parvient finalement à sécuriser l'écoutille ouverte à 6 heures et le capitaine dit à Puster d'arrêter de transférer le ballast sur bâbord. La gîte sur bâbord a permis à l'équipage de sécuriser l'écoutille, mais cela a accentué la gîte du navire. Cela a aussi causé des problèmes en salle des machines. La vanne d'aspiration d'huile du moteur n'arrive pas à aspirer l'huile dans le moteur. Toute l'huile s'est écoulée du côté bâbord du carter d'huile. Il est maintenant 06h00 et l'aile Faro est dangereusement proche de perdre son moteur. Si le navire perd sa propulsion, il dérivera et s'alignera avec le creux de la mer. Cela exposera le flanc du navire à toute la force de la mer et du vent, ce qui accentuera l'ampleur du roulis du navire. L'inondation reste critique dans les parties basses du navire. Même si l'écoutille de la cale 3 a été sécurisée, l'équipage a remarqué que de l'eau s'infiltrait dans les cales à travers les ouvertures de ventilation des cales. Ce sont de grandes ouvertures latérales du navire, généralement au-dessus de la ligne de flottaison. Elles permettent à l'air de circuler dans les cales et d'en sortir. Avec la gîte exagérée du navire et les énormes vagues créées par l'ouragan Joaquin, l'eau entre par ces ouvertures. À ce moment-là, Davidson reçoit un appel de la salle des machines. Il lui demande quand de ramener le navire sur une gîte tribord pour empêcher la panne du moteur. À 06h04 sur la passerelle, Randolph remarque une baisse du régime moteur. Elle demande si c'est la passerelle ou la salle des machines qui l'a déclenchée. Peu après, Davidson dit « Je crois qu'on a perdu la centrale ». Il note aussi qu'il n'aime pas l'inclinaison. À 06h16, la perte du moteur est confirmée lorsque la salle des machines appelle pour signaler que le moteur est complètement hors ligne. Davidson contacte la salle des machines et ordonne de transférer le ballast de bâbord à tribord pour réduire l'inclinaison du navire. L'Alfaro est sans moteur. Il dérive maintenant dans le creux de la mer et il est à la merci des vagues. En déplaçant le ballast, Davidson veut réduire l'inclinaison sur bâbord de l'aile Faro, ce qui, espère-t-il, leur permettra de redémarrer le moteur. Randolph commence à rédiger un message du système mondial de détresse et de sécurité en mer au cas où ils auraient besoin d'alerter les agences de secours sur la situation du navire. À 06h34, l'espoir vient de la salle des machines. Le capitaine Davidson appelle Pusseter qui informe la passerelle qu'ils sont en train de remettre la chaudière en marche. Ils rétablissent la pression d'huile de lubrification. Si l'équipage parvient à faire redémarrer le moteur, ils pourront orienter l'Alfaro face aux vagues et réduire la quantité d'eau qui s'engouffre à l'intérieur. Ils attendent tous, espérant d'autres bonnes nouvelles. À 06h40, Davidson demande à Schultz de vérifier la cale 3. Puis il contacte la salle des machines pour demander des nouvelles, mais celles-ci sont mauvaises.
Les mécaniciens ne parviennent pas à démarrer le moteur et l'équipage a perdu tout contrôle sur El Faro. Davidson décide de signaler la situation au personnel de TOT à terre. Il contacte le centre d'appel d'urgence de TOT. Après avoir dû parler avec les opérateurs du centre d'appel pendant 7 minutes, il est enfin mis en relation avec la personne désignée de TOT à terre. C'est un membre du personnel à contacter en cas d'urgence. Davidson les informe de la situation à bord de l'Al Faro. Il leur dit que les ingénieurs n'arrivent pas à mettre la pression sur l'installation, qu'ils n'ont pas de moteur principal, qu'ils ont une gîte de Dix à 15 degrés sur bâbord et qu'ils ne parviennent pas à évacuer l'eau de la cale. Il dit qu'ils sont en mode survie mais qu'ils ne prévoient pas d'abandonner le navire. Davidson leur annonce qu'il va appeler la garde côtière en détresse. Il demande ensuite à Randolph d'activer le système d'alerte de sécurité du navire El Faro ainsi que le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Le système mondial de détresse et de sécurité en mer transmet les signaux de détresse aux agences de secours à terre. L'équipage sait maintenant qu'ils se trouvent dans une situation dangereuse. Ils ont perdu le contrôle du navire et doivent stopper l'inondation. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la situation est en réalité bien pire qu'ils ne le pensent. À 07h15, le premier officier Schultz revient à la passerelle et informe que l'eau monte dans le navire. Le panneau d'inondation a été sécurisé. Les ouvertures de ventilation laissent entrer de l'eau, mais pas en quantité dangereuse. Pendant ce temps, les pompes de cale fonctionnent et évacuent l'eau du navire, mais le niveau de l'eau continue de monter rapidement. Le capitaine comprend que Schultz suppose une autre source d'inondation inconnue et demande « Savez-vous d'où ça vient ?» Schultz a déjà demandé au chef mécanicien Pucetier la cause de l'inondation. Pucetier a identifié une conduite incendie rompue comme étant la source. Schultz rapporte que le chef a dit que quelque chose a percuté la conduite incendie, ce qui l'a gravement endommagée. La conduite incendie à laquelle Schultz fait référence est un grand tuyau qui amène l'eau de mer depuis la mer à travers la coque du navire. La conduite incendie se trouve dans la cale numéro 3. L'eau de mer s'est infiltrée librement dans l'El Faro par la conduite incendie. Peut-être dès 05h30 quand l'inondation a été signalée initialement. Les pompes de cale tombent en panne car elles ne suivent pas le rythme de l'inondation passant par la conduite incendie. Schultz a été dans la cale 3 et dit qu'il a vu des wagons détachés. Il ne peut pas confirmer que la conduite incendie est rompue parce qu'elle est profondément sous une eau noire et sombre. La conversation continue sur la passerelle pendant que Davidson et Schultz discutent de la gîte de l'Al Faro. Ils sont tous les deux d'accord pour dire que ça s'aggrave. À 07h16, Davidson demande à Pucette en salle des machines de vérifier l'inondation. Il demande « Peux-tu isoler la conduite principale d'incendie depuis la salle des machines ?» Mais Puster répond qu'il ne peut rien faire concernant la conduite principale d'incendie rompue. Impossible de contrôler l'inondation via la conduite principale d'incendie sans accéder directement au lieu de la fuite. Le centre de commandement de la zone atlantique de la garde côtière à Portsmouth, Virginie, reçoit les alertes Global Maritime Distress and Safety System et Ship Security Alert System d'Al Faro. Le personnel de TOT téléphone aussi au centre pour signaler la situation de l'El Faro. Le centre de commandement atlantique de la garde côtière transmet les informations au centre de commandement du district 7 à Miami, Floride. Ils envisagent une opération de sauvetage, mais savent qu'intervenir pendant un ouragan est très difficile. La gîte du navire augmente et la situation devient désespérée. Vers 07h26, Davidson appelle à la fois Schultz et Puceter pour leur dire qu'il va déclencher l'alarme générale. Il demande à Randolph de déclencher l'alarme générale et de réveiller l'équipage. À 07h27, l'alarme retentit. Abandon du navire. Peu de temps après que Davidson ait donné l'ordre, l'équipage se prépare à abandonner le navire en pleine tempête, avec des vents estimés à 115 nœuds et des vagues de 6 à 9 mètres. Il dispose de radeaux de sauvetage gonflables ouverts et de 2 canaux de sauvetage ouverts. La survie est peu probable. À 07h28, Davidson est toujours sur la passerelle, avec Randolph et les matelots qualifiés. Le navire continue de gîter fortement. Il parle à Schultz à la radio, qui rassemble l'équipage pour abandonner le navire. Il dit « Assurez-vous que tout le monde a sa combinaison d'immersion et restez prêts. Faites un bon décompte. » Randolph crie un avertissement à propos des conteneurs dans l'eau. Davidson ordonne de déclencher l'alarme d'abandon du navire. Environ 1 minute après, Davidson appelle la passerelle. La proue est en bas. La proue est en bas.
Il appelle ensuite à la radio ultra haute fréquence pour dire à Scholz « Monte dans ton radeau, jetez tous vos radeaux à l'eau. Tout le monde, descendez, quittez le navire, restez ensemble. » Les dernières actions menées sur Alfaro sont lorsque Davidson tente de secourir le marin qualifié sur la passerelle. Il ne peut pas sortir de la passerelle parce qu'elle est tellement inclinée. Les derniers schémas sur l'Alfaro sont enregistrés. Le capitaine répète au timonier de rester calme. « Monte doucement, viens, je suis là. » « Allons-y !» Le timonier s'exclame. « J'ai besoin d'une échelle, d'une corde et d'aide. » L'enregistrement audio de l'Alfaro se termine à 07h, 39h40 et 1 seconde le 1er octobre 2015. La dernière position relayée de l'Alfaro est 23°52' nord, 74°02' ouest, à environ 35 milles nautiques au nord-est de l'île Crooked. L'opération de sauvetage a commencé, mais on peut faire très peu face à un ouragan tropical. Le jour où l'Alfaro coule, un avion Hercule de les États-Unis Air Force tente de localiser le navire à travers la tempête. Rien n'est trouvé. Le premier jour passe alors que la tempête fait rage. Le lendemain, un autre Hercule recherche aussi le navire dans la tempête. 4 hélicoptères et un avion de patrouille le rejoignent, mais rien n'est trouvé. Le temps presse. Le troisième jour, les avions continuent de chercher dans des conditions météorologiques très difficiles. Ils ont un lueur d'espoir lorsqu'un équipage d'hélicoptères parvient à localiser une bouée de sauvetage de l'Alfaro, mais c'est tout ce qu'ils trouvent. 4 jours après le naufrage de l'Alfaro, les conditions s'améliorent et une vaste opération de recherche débute. Un équipage d'hélicoptères aperçoit quelque chose. Un corps est retrouvé provenant de l'Alfaro, mais il est méconnaissable, sa tête ayant déjà triplé de volume à cause de la décomposition dans l'eau de mer. L'équipage ne peut pas récupérer le corps tout de suite et place donc une balise pour un repêchage plus tard. La balise tombe en panne et le corps n'est jamais retrouvé. Les recherches continuent. Des débris de l'Alfaro sont aperçus. Les équipes découvrent un canot de sauvetage endommagé, un radeau dégonflé et plusieurs combinaisons de survie intactes. Aucun corps des membres d'équipage de l'Alfaro n'est jamais retrouvé. Le 5 octobre 2015, l'Alfaro est déclaré perdu en mer. L'Alfaro a finalement été découvert le 31 octobre, à une profondeur d'environ 4600 mètres, le navire est en position verticale et en un seul morceau. Le 26 avril 2016, l'enregistreur de données du navire a enfin été retrouvé. Avec les données de l'enregistrement de l'ESI, de l'enregistreur, les enquêteurs ont reconstitué les événements du naufrage. Des données mensuelles météo dépassées ont mené l'Alfaro sur la trajectoire d'un ouragan. Un véhicule se détache et casse la conduite principale d'incendie, inondant le navire sous la ligne de flottaison. Avec une gîte sur tribord, l'eau s'écoule dans la cale à marchandises depuis le pont 2 par un hublot ouvert, ce qui détourne l'attention de l'équipage de la principale source d'inondation. Pour fermer le hublot, le navire change de cap et s'incline volontairement sur bâbord. La gîte sur bâbord prive le moteur d'huile lubrifiante, ce qui provoque l'arrêt du moteur. Les pompes de cale ne peuvent pas faire face à l'inondation dans la cale à marchandises du numéro 3. Le navire prend plus d'eau qu'il ne peut en supporter et coule jusqu'au fond de la mer à 4600 mètres sous la ligne de flottaison.